Les uniformes allemands de la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux de la SS, sont encore aujourd'hui considérés comme de grands exemples de travail stylistique en matière de vêtements. Et beaucoup de gens associent l'origine de ces uniformes à la célèbre marque de vêtements pour hommes Hugo Boss, qui reste aujourd'hui l'un des grands leaders du marché du luxe pour la mode masculine. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre quelle a été la relation entre Hugo Boss et les uniformes de la SS. Je suis Julio César, professeur et chercheur en histoire militaire à la Sala de Guerra. Et chaque dimanche, nous vous proposons une vidéo différente pour que vous puissiez apprendre et vous amuser en famille. Avant de commencer le contenu d'aujourd'hui, je veux vous rappeler que nous sommes à quelques jours de notre expédition en Italie pour célébrer les 80 ans de la victoire de la FEB, afin que vous puissiez découvrir tout le parcours effectué par la division sur le théâtre des opérations, et où je vais tout vous montrer et expliquer à propos de la participation du Brésil dans la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez faire partie de notre expédition, cliquez sur le lien dans la description et remplissez le formulaire. Nos agents vous contacteront et vous proposeront les meilleures des conditions pour réaliser ce rêve. D'accord ? Je serai votre guide et je vous attends là-bas. Le 8 juillet 1885 est né le cinquième et dernier enfant du couple Louise et Heinrich Boss, deux travailleurs, en fait, deux entrepreneurs de l'industrie textile, qui vivant dans une petite ville appelée Metzingen, dans le sud de l'Allemagne, à quelques kilomètres de Stuttgart. Ce cinquième et dernier bébé du couple fut baptisé Hugo Ferdinand Boss. Bien sûr, le petit Hugo a grandi en jouant dans l'atelier de tissage de ses parents et, à l'âge de 18 ans, il a rejoint l'armée allemande, effectuant 2 ans de service militaire entre 1903 et 1905. Après avoir quitté le service militaire à l'âge de 20 ans, ses parents l'ont envoyé faire des stages dans plusieurs grandes entreprises du secteur textile, en particulier dans la ville de Constance, où Hugo est devenu apprenti dans l'industrie de la confection de vêtements. À cette époque, ses parents travaillaient principalement dans la confection de sous-vêtements féminins. Et à l'âge de 23 ans, en 1908, il finit par prendre la direction de l'entreprise de ses parents. Mais 6 ans passent et en 1914. La Première Guerre mondiale éclate alors en Europe, et Hugo Boss reçoit rapidement un ordre d'appel pour servir dans l'armée. Bien que l'on sache très peu de choses en mode tublé sur le service militaire de Hugo Boss pendant la Première Guerre mondiale, il va servir pendant tout le conflit en tant que soldat, terminant la guerre en 1918 avec le grade de caporal. Les premières années de la Reddition de l'après-guerre en Allemagne ont été très confuses, avec la fondation de la République de Weimar, qui a succédé au Deuxième Reich allemand à partir de 1919. Hugo Boss essayant de reprendre sa vie normale. Il a fini par ouvrir sa propre entreprise en 1924, avec l'aide de ses frères Albert et Theodor Brochler, qui se sont lancés dans l'aventure avec lui en tant qu'associé investisseur, laissant à Hugo le seul des trois ayant une réelle expérience dans l'industrie du tissage, la gestion des affaires de la nouvelle société. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Hugo Boss n'a pas commencé par vendre des articles pour le marché du luxe. Non. En réalité, il a commencé par fabriquer des articles pour un marché bien plus accessible, avec des chemises, des vestes, des uniformes de travail, des vêtements de sport et quelques par-dessus. Et aussi, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, n'était pas à la tête d'une grande entreprise de tissage, en réalité c'était une toute petite société. Et au milieu des années 20, il avait environ 30 employés, quand en 1928, il a obtenu son premier contrat pour fournir les uniformes bruns à la SA. La SA, ou Sturmabteilung, était une sorte de bataillon d'assaut du parti nazi, en réalité sa propre milice chargée de la sécurité de ses événements et de ses personnalités. Notamment Adolf Hitler, et la SA fut la force qui mena le Putsch de Munich, ou Putsch de la Brasserie, en 1923, une tentative ratée de prendre le contrôle de l'Allemagne qui s'est finalement soldée par l'emprisonnement de Hitler et la dispersion du parti nazi. L'un des hommes qui se sont rangés aux côtés de Hitler ce jour-là était Gerhard Rosbach, cet homme sur la photo ici, qui avait été un ancien chef de Freikorps,
C'est Korpsfammeseröik Franzsen, un paramilitaire qui ont opéré en Allemagne juste après la fin de la Première Guerre mondiale pour combattre les insurrections socialistes et communistes dans le pays. Dans les jours qui ont suivi le coup d'État manqué pour éviter d'être arrêté, Rosbach s'est alors enfui en Autriche. Et c'est justement là, en Autriche, qu'il a découvert par hasard un entrepôt contenant une immense quantité de chemises de couleur fauve connues sous le nom de chemise Lettow, une référence au général Paul von Lettow-Vorbeck, qui fut un commandant de guérilla allemand en Afrique pendant la Première Guerre mondiale. Ces chemises fausses, donc, comme vous l'avez probablement déjà deviné, étaient à l'origine destinées à être utilisées en Afrique, mais elles étaient maintenant là, totalement inutilisées, et ont été acquises par Gerhard Rosbach pour être distribuées au sein même de la section d'assaut. Et c'est ainsi qu'est née l'origine du surnom que la section d'assaut elle-même a reçu, les chemises brunes. Donc, comme je l'ai déjà dit, en 1928, Hugo Boss a obtenu le premier contrat de fabrication des chemises brunes de la section d'assaut, du nouvel uniforme de la SA qui est apparu après la libération de Hitler de prison en 1925. Mais peu de temps après avoir obtenu son premier contrat, en 1929, Hugo Boss a ressenti de plein fouet la crise provoquée par le krach de la bourse de New York, ou le krach boursier de 1929. Et malgré la croissance vertigineuse du nombre d'hommes de la SA, son entreprise est entrée dans une spirale descendante et, en 1931, Hugo Boss a déposé le bilan auprès du gouvernement. Dans ce climat de découragement, de totale démoralisation face au marché et aux perspectives d'avenir immédiat, Hugo Boss s'est rapproché des idées révolutionnaires proposées par Adolf Hitler et par le parti nazi en pleine croissance. Et peu de temps après la faillite de son entreprise, cette même année 1931, Hugo Boss est devenu membre du parti nazi sous le numéro d'inscription 508 889. En même temps, Hugo Boss est également devenu membre bienfaiteur d'un nouvel organe encore au sein de la SA, qui gagnait de plus en plus de prestige et qui, dans les années suivantes, allait essentiellement prendre le devant de la scène dans le pays, la SS. La SS était un petit organe, une sorte d'escadron d'élite chargé de la sécurité d'Adolf Hitler au sein de la SA, qui à cette époque comptait déjà des millions d'hommes dans ses rangs. Et en 1929, la direction de la SS a été prise par cet homme Himmler, que vous connaissez probablement déjà et dont nous avons également déjà réalisé la biographie. Vous pouvez cliquer ici et regarder juste après cette vidéo. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les premiers uniformes de la SS étaient en réalité identiques, pratiquement identiques à ceux de la SAS. Ce que je veux dire par là, c'est que la couleur fauve prédominait aussi bien sur la chemise que sur le pantalon de l'unité. C'est Himmler qui, à la même époque, a commencé à introduire la couleur noire dans les uniformes de l'organisation, en changeant d'abord la couleur des pantalons, de la cravate et aussi des insignes qui se trouvent sur le col de la chemise. Ce modèle sera officiellement adopté par la SS jusqu'en 1932, lorsque Himmler aura alors l'idée de révolutionner l'apparence de l'unité pour vraiment la distinguer de loin de tous les autres membres de la SA. Il introduit alors le célèbre uniforme noir de l'unité. Et là, notre histoire atteint un point important, parce que Himmler n'est pas allé chercher Hugo Boss pour dessiner le nouvel uniforme noir qu'il avait en tête. Heinrich Himmler s'est tourné vers ce type, Karl Dietrich, un SS Oberführer, un designer dans le domaine de la céramique qui allait ensuite concevoir la plupart des éléments de l'uniforme de la SS, comme par exemple la dague attachée par une chaîne, les sabres de la SS et aussi les insignes de grade qui ont été utilisés par la force. Pour que vous puissiez connaître tout le code des insignes et des grades de la SS, nous avons aussi une vidéo que vous pouvez consulter en cliquant ici en haut. Ainsi, la conception, le dessin, la coupe, les lignes du nouvel uniforme noir de la SS ont été confiés à Karl Dietrich et aussi à Walter Eck, un dessinateur, un designer, qui est également devenu très célèbre pour avoir été l'auteur, le créateur des fameuses runes de la SS. Donc, à partir de 1932,
la SS a abandonné ce look qui ressemblait beaucoup à celui de la SA, ne changeant que les couleurs, comme je l'ai dit, la couleur du pantalon, la couleur de la cravate, et aussi du képi qu'il portait, ici sur la tête, ce képi très caractéristique de la SA. Pour ce nouveau look ici à gauche, déjà avec toutes les pièces en noir, aussi bien le pantalon que la veste, adoptant également un type de casquette plus militarisée, traditionnelle, liée à la forme utilisée par l'armée allemande, mais bien sûr avec des couleurs et une symbolique différente, tout en gardant la chemise brune portée sous la veste. Précisément pour conserver encore cet élément historique de lien avec la SA. Et une fois que Hitler prend le pouvoir en Allemagne, en janvier 1933, les effectifs de la SS vont gonfler beaucoup plus parce que Heinrich Himmler a maintenant une responsabilité bien plus grande d'exercer son pouvoir et son réseau de protection de la direction du parti dans tout le pays. Et ici, vous voyez une carte de visite de Hugo Boss datant justement de cette période. Regardez là-haut. Nous fabriquons des uniformes pour la SA, la SS et la HJ. HJ, c'est Hitlerjugend ou jeunesse hitlérienne. L'uniforme noir de la SS devient alors la marque de fabrique de l'unité, et il va surtout devenir célèbre après la nuit des longs couteaux, qui a purgé la direction de la SA et entraîné l'assassinat d'Ernst Röhm en 1934. À partir de là, la SS va rapidement gagner en prestige, remplaçant le rôle auparavant exercé par la SA, tandis que la SA, de son côté, va s'effacer jusqu'à devenir une force presque insignifiante dans l'Allemagne nazie. Sur cette image-ci, on peut donc voir l'uniforme noir complet, le manteau en cuir noir qui est également devenu très célèbre et largement répandu au sein de la SS à cette époque, ainsi que les uniformes blancs pour l'été. Mais cet uniforme noir avait aussi un problème très sérieux, car après la nuit des longs couteaux et la perte de prestige de la SA, la SS a repris bon nombre de ses anciennes fonctions, et beaucoup de ses nouvelles fonctions étaient des tâches sur le terrain, pas seulement des travaux de bureau dans les villes. Et cet uniforme noir s'est avéré très peu pratique pour une utilisation sur le terrain. Parce que comme tu le sais bien, les vêtements noirs se salissent très vite et l'apparence d'un tel uniforme devient très médiocre avec n'importe quel niveau de saleté dessus. En 1934 donc, rapidement, la SS résout ce problème en adoptant l'uniforme gris pour une utilisation sur le terrain. C'est un uniforme avec une coupe beaucoup plus simple, beaucoup plus militaire, bien plus proche de celui utilisé par l'armée allemande et que les unités de la SS et de la future Waffen-SS ont commencé à adopter pour une utilisation sur le terrain. À partir de là, cet uniforme gris a également été autorisé pour les troupes de bureau à l'intérieur des villes. Cette même année, en 1938, le principal client de Hugo Boss cesse d'être la SS et devient les forces armées allemandes elles-mêmes. La Wehrmacht, un signe clair de l'expansion considérable du nombre de soldats dans l'armée, la marine et aussi la Luftwaffe, la force aérienne. Mais malgré ça, Hugo Boss ne s'est jamais, pendant tout le Troisième Reich, imposé comme l'un des plus grands fabricants d'uniformes allemands. Ce rôle revenait à d'autres entreprises. En réalité, Boss, pendant toute la période du Troisième Reich, n'a jamais cessé d'être une Mittelstand, une entreprise de taille moyenne qui n'était pas essentielle pour l'approvisionnement en uniformes du régime. À partir de 1940, Boss commence également à fabriquer de nombreux uniformes pour la Waffen-SS naissante, l'armée SS ou composante militaire de la SS, qui va réellement opérer en première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque-là, Boss comptait environ 300 employés. Ce nombre a été complété par 140 couturières polonaises extraites de la ville textile polonaise de Bielsko et amenées en Allemagne par la Gestapo elle-même pour travailler pour lui. En plus de ce contingent de travail forcé, Boss a également reçu 40 prisonniers de guerre français qui ont travaillé pour lui entre 1940 et 1941. Comme la ville de Metzingen était vraiment une ville d'industrie textile par excellence, les propriétaires de ces industries textiles ont décidé en 1943
de construire un camp spécialement conçu pour héberger ces travailleurs forcés de l'industrie textile. Et les conditions de vie, d'alimentation et d'hygiène dans ce camp, bien sûr, se sont rapidement détériorées, comme dans les autres environnements de ce type à l'époque du Troisième Reich. Et en 1944, Hugo Boss a même fait une demande auprès de la Gestapo pour héberger lui-même les couturières dans son usine. Et pendant ces derniers mois du Troisième Reich, sous une forte pression des armées alliées à l'ouest, et également de l'armée rouge à l'est, la fabrication d'uniformes sur la chaîne de production de Boss a continué jusqu'à la fin de la guerre. Et lorsque son usine a été capturée par les Alliés, on a trouvé dans son bureau un cadre photo bien en vue avec une photo de Boss et Hitler ensemble, prise devant le Berghof, la maison de Hitler en Bavière. En 1946, le nouveau gouvernement allemand a jugé Hugo Boss comme grand collaborateur du régime, lui a retiré ses droits de posséder des entreprises, de voter et lui a également infligé une amende de 100 000 marks, une somme très élevée à l'époque. Cependant, Boss a fait appel de la décision et, lors d'un nouveau procès, son statut a été réduit à simple sympathisant du régime et son amende a également été réduite à 25 000 marks. Mais déjà avec son image fortement ternie politiquement, Boss a cédé le contrôle de l'entreprise à son fils, Siegfried Boss, ainsi qu'à son beau-fils, Eugen Oley. Boss est décédé peu de temps après, le 9 août 1948, à l'âge de 63 ans, victime d'un abcès dentaire. Curieusement, la ligne de production de Boss a rouvert immédiatement après la guerre en fabriquant des uniformes pour l'armée française, qui occupait cette région du sud-ouest de l'Allemagne. Et ce n'est qu'en 1950 que Boss a reçu sa première commande pour la fabrication de costumes de luxe, devenant, dans les décennies suivantes, l'un des plus grands représentants mondiaux dans le secteur de la mode masculine. Vous qui aimez l'histoire militaire, que diriez-vous d'ajouter un objet très intéressant à votre collection ? Jetez un œil à cette collection de 10 cartes exclusives des 80 ans du jour du débarquement, que j'ai acheté là-bas en Normandie l'année dernière. Magnifiquement illustrée, avec 10 images relatives au débarquement allié sur les plages françaises il y a 80 ans. Et elle peut être à vous, hein ? Parce que le billet pour participer ne coûte que 2 réés, et vous pouvez l'acheter en cliquant sur le lien juste en dessous. Prends ton billet et bonne chance. Connais-tu la véritable histoire de Hugo Boss et sa relation avec le Troisième Reich ? Connaissais-tu la véritable histoire de Hugo Boss et sa relation avec le Troisième Reich ? Tu pensais que Boss avait créé les uniformes noirs ou tu savais déjà qu'il ne faisait que les fabriquer ? Dis-nous dans les commentaires. Bon, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mets-nous aussi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la Sala de Guerra pour ne rien manquer. Je m'arrête ici, je te remercie encore pour ton écoute et je t'envoie une accolade de la Sala de Guerra.